Par rapport à ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Bonjour. 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 Donc bienvenue à tous, au sein de ce nouveau webinaire. C'est le groupe de travail Tourisme durable aujourd'hui qui organise ce 6e webinaire dans le cadre de la convention entre l'ADEME et CCI France sur la montée en compétences et en connaissance des conseillers tourisme. Donc le réseau tourisme, c'est 140 conseillers sur le territoire et en outre-mer. Ce qui représente à peu près 90 ETP à plein temps pour le réseau national. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'à la suite des requêtes que vous nous aviez fait en 2022 sur la grande étude sur les besoins de montée en compétence des conseillers tourisme, on va donc aborder le 5e sujet que vous aviez sélectionné, qui est les achats responsables. Donc le thème de ce jour, c'est comment accompagner la mise en place d'une démarche d'achat responsable dans les entreprises du tourisme. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit tour de présentation du JT. Donc, moi, je suis Anaïs Gosset. Je coordonne les projets tourisme pour les chambres de commerce de Normandie et notamment le label Normandie Qualité Tourisme, future destination d'excellence. Et j'ai repris la coordination de ce groupe il y a quelques semaines au départ de notre coordinateur national Jean-Marie Grotte. Et je vais laisser le reste de l'équipe se présenter. Patricia? Oui, bonjour. Alors moi, je suis la toute petite nouvelle dans le groupe. Donc, suite au départ de Jean-Marie, je me suis glissée dans la porte. Alors moi, je suis chargée de développement durable au sein de la CCI Savoie. Donc moi, voilà, j'arrive du côté développement durable et plus particulièrement, voilà, je suis chargée de mission énergie et j'ai notamment porté ces dernières années le fonds tourisme durable que la plupart, je pense, connaissent bien. Et donc, Anaïs et Steve m'ont accueilli dans ce groupe pour promouvoir le tourisme durable. Bonjour à tous, donc Steve Letellier, CCI Seine-Estuaire, délégation du Pays d'Auge. Je suis quant à moi conseiller entreprise et j'assure pour le tourisme des dispositifs donc type NQT, Fonds Tourisme Durable. Je travaille en tant qu'auditeur clé verte et plein d'autres sujets, effectivement, concernant nos entreprises touristiques. Je serai aussi aujourd'hui médiateur, questions-réponses. Nous vous demanderons, s'il vous plaît, de bien vouloir poser vos questions dans l'espace conversation et de couper vos micros, s'il vous plaît. Nous accorderons des temps d'échange à des moments précis. Et en attendant, n'hésitez pas à poser un maximum de questions, nous y répondrons bien entendu. Merci. Donc, sur l'ensemble des groupes de travail qui existent au national dans le cadre de la convention ADEME CCI France, nous sommes le plus petit groupe, nous sommes le plus récent, puisque on a été le dernier créé de toutes les thématiques, et nous avons un grand nombre de sujets sur lesquels vous vous étiez tous positionnés, conseillés, et comme vous le voyez, finalement, on a regroupé ces synergies qui, pour nous, aujourd'hui, sont indissociables, le tourisme et les conseillers développement durable, énergie, etc. Donc, chacun sur sa thématique spécialisée. Donc, aujourd'hui, on va aborder la mise en place d'une démarche d'achat responsable dans les entreprises du tourisme. Pour cela, on va d'abord aborder quelques éléments de contexte, de définition. Patricia nous présentera comment mettre en place une démarche d'achat responsable dans une entreprise du tourisme. Et on rentrera un peu dans le détail sur finalement quels achats sur lesquels on peut agir, quel label pour ces achats, quel retour sur investissement l'entreprise peut espérer. On imagera tout ça avec quelques témoignages et exemples, et notamment le parcours sourcing durable de la CCI Grand Est. Puis, et on les remercie vivement pour leur présence et leur partage, la ferme Saint-Siméon, Collection Saint-Siméon et la société Take West qui nous parleront de leurs projets en commun sur le territoire du Calvados. On abordera les dispositifs qui existent pour accompagner les entreprises. Et évidemment, on aura toujours cette période de questions-réponses à la fin, même si au fur et à mesure de vos questions dans le fil, on les intégrera en fonction des speakers pour qu'on ne perde pas le fil des choses.
Donc, on va commencer vraiment sur le basique. On va commencer sur une définition. Finalement, qu'est-ce que c'est un achat responsable? Un achat responsable, c'est un achat d'un produit, d'un service, etc., qui est identique ou sur l'ensemble de son cycle de vie, et c'est bien là qui est important, la notion de cycle de vie, c'est-à-dire de sa fabrication, son transport, son recyclage en fin de vie, est source de moins d'impact sur l'environnement. Alors, on parle d'impact sur l'environnement, mais on va aussi parler d'impact sur la santé, puisque la prise en compte de la responsabilité sociale est également incluse. Donc, surtout l'aspect social, comment a été fabriqué le produit, avec qui, etc. Donc, il faut savoir que les achats, ça représente en moyenne 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise du tourisme. 68% des directions d'achat en 2020 déclaraient que la réduction des coûts est un objectif prioritaire. Donc, on va voir aussi aujourd'hui comment on peut allier finalement achat responsable et aussi réduction des coûts ou optimisation des coûts ou réduction des coûts pour le futur. Donc, c'est ce dont on va en parler aujourd'hui. En moyenne, en France, si l'entreprise baisse de 1% ses achats, le résultat augmente de 12%. Donc, d'où l'intérêt aussi de recentrer ses achats de manière raisonnée et raisonnable. Alors, on parle d'achat durable, mais on peut aussi parler d'achat responsable, d'achat éco-responsable. Finalement, dans toutes ces dimensions intervient bien l'aspect environnemental et l'aspect social, et l'aspect territorial, évidemment. Donc, on doit trouver finalement, dans ces achats responsables, on doit trouver le juste milieu qui puisse concilier l'économie, le social et l'environnement. Le social, c'est les conditions finalement de fabrication, etc. du produit sur le droit du travail, les conditions de travail, la diversité, la sécurité, etc. Sur l'économie, évidemment, c'est sur le coût global du produit, sur les coûts qu'on peut éviter, sur les coûts environnementaux et sociaux présents et futurs, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et sur l'aspect environnemental, évidemment, le produit, le service, l'achat, doit émettre un minimum de carbone dans son transport, dans sa fabrication, le choix des outils de travail, quelle eau, comment on va recycler ses déchets, etc., etc. Aujourd'hui, les achats responsables, ils répondent évidemment à des enjeux de société, à des enjeux économiques. Donc, tout d'abord, c'est évidemment, les achats responsables, un levier de développement durable. Ça permet évidemment d'améliorer les bénéfices environnementaux, sociaux et commerciaux de mon entreprise. Ça a un impact sur l'économie locale. Donc, ça booste également l'économie circulaire de mon territoire. Ça valorise l'image de mon entreprise. Ça répond aux nouvelles réglementations. Ça permet également de les anticiper. On va parler notamment, évidemment, sur une thématique tourisme de la loi AGEC, donc de la loi sur l'anti-gaspillage pour une économie circulaire, sur la fin des emballages jetables depuis le 1er janvier 2023. L'objectif de cette loi, c'est bien d'accélérer le changement, de limiter les déchets, de préserver les ressources naturelles, la biodiversité, le climat. Donc, on va voir comment on peut agir pour cela. Ça répond évidemment aux attentes des consommateurs. Évidemment, le consommateur est de plus en plus sensible à une appétence pour une entreprise qui fait des efforts, qui œuvre à son niveau. On en parlera aussi également. Ça permet de booster les gains de productivité, de limiter les investissements et de faire croître le chiffre d'affaires. Puisque les enjeux, c'est aussi, est-ce qu'on achète ou on loue? Du neuf, de l'occasion, du reconditionnement? Est-ce qu'on doit tout changer? Est-ce qu'on doit changer uniquement une partie des équipements? Est-ce qu'on fait travailler des structures de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'on fait des choix en fonction de critères sociaux, environnementaux? C'est les questions qu'on va se poser. Ça permet de limiter les investissements, puisque en évitant le changement, en entretenant au mieux nos équipements, nos achats, on les préserve. Et ça permet évidemment d'augmenter le chiffre d'affaires puisqu'on se démarque de la concurrence. On a une offre différenciée, différenciante et on gagne aussi des parts de marché. Ça permet d'améliorer la productivité des équipes, ça les motive, ça attire de nouveaux talents. On est vraiment aussi sur un des enjeux de la marque employeur de l'entreprise. Et surtout, et en haut lieu, et ça, la crise Covid de 2019 a amené ça, ça permet de maîtriser les risques. Là où on connaissait les risques financiers, les risques liés à l'image, sont arrivés des risques qu'on ne connaissait pas, les risques de rupture d'approvisionnement. Et ça, le Covid a vraiment amené ça, recentrer ses achats aussi en local, etc. Ça permet aussi de maîtriser finalement les risques de rupture d'approvisionnement. Donc, Patricia va nous expliquer aujourd'hui comment on peut mettre en place une démarche d'achat responsable dans une entreprise du tourisme.
Laetitia. Oui, j'ai le temps de mettre mon micro, pardon. Donc, pour mettre, voilà, quand on va décider de mettre en place une démarche d'achat responsable, il va falloir se re-questionner sur sa politique d'achat parce que ça va nécessiter de revoir toutes ses pratiques. Et du coup, une petite méthodologie donc, qui se fait en plusieurs étapes. Donc là, il y en a 4, mais il peut y en avoir 3, 4, 5, suivant comment on dispatche un petit peu voilà, ces différentes étapes. La première, par contre, c'est une étape qui est une étape d'analyse de ses besoins, de bilan en fait. Dans un premier temps, il va falloir faire un bilan de ses pratiques d'achat, un état des lieux. Et pour faire cet état des lieux, ce qui est plus facile, ce qu'on recommande en fait, c'est de faire un bilan de ses achats par famille. Donc, on segmentera en fait par famille ces achats. Donc, d'un côté, par exemple, les produits d'entretien, d'un autre côté, les denrées alimentaires, les équipements électroménagers, mobilier, vaisselle, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment par famille de faire un état des lieux de ces pratiques d'achat. Ensuite, on va prioriser les achats sur lesquels on veut commencer, je dirais, parce qu'il faudra bien commencer par quelque part, commencer à avoir des pratiques plus vertueuses. Donc, l'idée, c'est pas de commencer par tous les achats, mais peut-être par des achats les plus importants. Alors, ces achats les plus importants ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Certains vont prioriser peut-être les achats les plus simples, les plus faciles de mise en œuvre parce qu'ils connaissent par exemple un producteur local qui a, je dirais, qui a une centaine de mètres de chez lui. Donc pour lui, ce sera facile de mettre en place ce côté achat responsable sur tout ce qui est du coup producteurs locaux. Après, sur d'autres personnes, ce sera un autre achat qui sera plus facile de mise en œuvre. Et donc l'idée, c'est quand même de commencer par des achats les plus faciles ou alors vraiment les plus impactants. Il faudra bien vérifier pour chaque type d'achat, en fait, la maturité du marché. Nul n'est besoin, en fait, je dirais, de se casser les dents sur un achat, alors sur le marché, très peu de choses existent ou voire pas du tout. Donc déjà, voilà, avoir une idée de la maturité du marché vis-à-vis de ces achats responsables et également de l'offre des fournisseurs. Donc ça, c'est dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, on fait un état des lieux et on priorise les achats qu'on veut rendre plus vertueux. Dans un second temps, on va choisir quels sont pour nous les critères essentiels à mettre en place sur sa politique d'achat. Donc, on va bien évidemment regarder tout ce qui est critères environnementaux, l'impact, est-ce que ça peut être voilà, sur tout ce qui est livraison, est-ce que je choisis plutôt voilà, je veux être le moins impactant possible sur tout ce qui est livraison. Donc, peut-être que je vais mettre en avant du coup tout ce qui est producteur local, tout ce qui est petit, voilà, tout ce qui est tous les producteurs locaux, voisins, etc. Peut-être que ça va être la biodiversité qui pour nous va être plus parlant. Donc, on va vraiment choisir ces critères pour mettre en place sa politique d'achat responsable. On ne va pas oublier tout ce qui est critères sociaux. Donc, Anaïs en a déjà parlé, donc des conditions de travail des différents prestataires. Ça peut être la légalité homme-femme, la prise en compte de la sécurité chez les prestataires, etc. Et le dernier critère également qu'on peut regarder, c'est vraiment les critères éthiques. Donc, on va prioriser en fait un ensemble de critères qui pour nous, pour l'établissement, a le plus de sens. Une fois qu'on a donc choisi les achats sur lesquels on veut travailler, qu'on a défini, je dirais, les différents critères essentiels auxquels ces achats doivent répondre, on va pouvoir monter un cahier des charges. Une fois qu'on a ce cahier des charges, on va du coup intégrer tous les critères que l'on a définis dans les achats que l'on veut rendre plus vertueux. Et c'est là qu'on va commencer à faire le choix de ces produits et de ces services. Alors, on va regarder bien sûr
sur les achats, on va intégrer l'impact sur toute la durée de vie de l'équipement ou du service, etc. On va regarder sur tout ce qui est les produits labellisés, les produits certifiés. Pour tout ce qui est équipement, on va regarder sur tout ce qui est les produits moins énergivores, plus économes en eau. On n'oubliera pas aussi de tout ce qui est produits recyclés, recyclables, les secondes mains. Voilà, on va choisir en fait ces produits qui respectent en fait les critères que l'on a définis précédemment. Et une fois qu'on a défini les produits que l'on veut rendre plus vertueux selon les critères que l'on a définis, eh bien, il va falloir chercher les fournisseurs. Ça, c'est donc la dernière étape qui n'est pas forcément la plus facile, mais il va falloir identifier et surtout qualifier les fournisseurs. Donc, on va prendre sur un exemple qui est assez facile sur les denrées alimentaires. Voilà, mes critères sont de la production bio. Et du coup, je vais chercher tous les fournisseurs et tous les producteurs, alors de préférence locaux, mais qui ont une agriculture biologique. Par contre, si vous avez priorisé, je ne sais pas, par exemple, le local, vous allez prioriser le producteur à côté de chez vous, même s'il n'est pas bio, avec une agriculture raisonnée, somme toute, mais voilà. Suivant les critères que vous avez choisis sur vos achats, donc ça peut influer sur la liste de vos producteurs et de vos fournisseurs. Qu'est-ce que je voulais aussi dire, alors juste sur la slide précédente, mais c'est pas grave. On n'oubliera pas aussi d'informer le personnel et les fournisseurs de sa démarche d'achat responsable. Et il y aura certainement la nécessité de former ses collaborateurs aux achats responsables. Donc maintenant, on va avoir deux petits exemples par exemple. Par exemple, voilà, sur une prestation de traiteur, l'établissement peut se demander donc quels sont les ingrédients à utiliser. Est-ce que ce sont des ingrédients bio? Est-ce que c'est plutôt du producteur locaux? Est-ce que c'est des deux? Est-ce que c'est des voilà, est-ce que je suis sur du produit plutôt végétarien ou pas? Voilà. Donc du coup, il faut vraiment définir quel produit je veux utiliser. Ensuite, donc la formation du personnel, on vient de le voir. Est-ce que je désire que du coup le personnel soit bien formé ou pas à ces politiques d'achat? Comment mon prestataire va-t-il gérer ses déchets? Est-ce qu'il amène tout dans des petits contenants et puis après il met tout à la poubelle au bord de la route? Ou est-ce qu'il fait un effort d'avoir des contenants consignés ou des contenants réutilisables? Donc tout ça, ça peut impacter sur votre choix du prestataire. La même chose, est-ce qu'il utilise des couverts et des verres réutilisables ou est-ce qu'il utilise, bon maintenant on peut plus utiliser les plastiques, mais est-ce qu'il utilise des couverts et verres à usage unique qu'il balance ensuite aux déchets? Voilà. Vraiment, ce sont toutes ces questions à se poser avant de contractualiser avec un prestataire. Il y a aussi également tout ce qui est dans le cadre des livraisons. Est-ce que pour quelques, moi, je dirais 2-3 kilomètres, est-ce que le livreur se déplace en voiture, en camion, ou est-ce qu'il prend un vélo électrique, un vélo cargo? Voilà, toutes ces petites questions sont à se poser quand on veut mettre en place une politique d'achat responsable. Un deuxième exemple qui est, on se posera exactement les mêmes questions, par exemple sur la consultation pour un marché de prestations de ménage. Donc là, on peut se poser un peu plus de questions sur le travail des personnes. Est-ce que ce sont des personnes en insertion, en situation de handicap, sur les horaires, les conditions de travail? Également sur tout ce qui est santé. Santé et sécurité, est-ce que les produits qui sont utilisés par le prestataire sont des produits éco-responsables? Est-ce qu'ils ne sont pas dangereux pour le personnel? Comment vont se déplacer les agents? Voilà. Il faut vraiment en fait se poser les questions et savoir si en fait le prestataire ou les produits répondent à nos exigences que l'on a définies lors du choix de nos critères.
Voilà, je pense que tu peux passer à la suivante. Alors, quel type d'achat? Donc, les achats responsables, on va les retrouver dans tous les domaines. Dans chaque domaine, dans chaque thématique, on va pouvoir avoir une politique d'achat des responsables. Sur certains domaines, peut-être que ce sera plus difficile parce que le marché est moins mature, comme je vous l'ai dit, mais dans tous les domaines, on va pouvoir faire des efforts et commencer à avoir une politique d'achat responsable. Donc, les produits alimentaires, bien sûr, pour tout ce qui est restauration, hôtellerie. Nous aurons aussi, on va les détailler un peu plus un par un, donc vous les verrez au fur et à mesure. Alors, on va commencer par les produits alimentaires. Donc, c'est le produit, c'est un achat indispensable pour tout ce qui est restauration et hôtellerie. Donc là, les questions à se poser et les critères d'achat responsable que l'on peut mettre en place sont, alors, l'ordre, il n'y a pas d'importance, voilà, ce n'est pas un ordre de priorité, et puis la liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment pour avoir quelques idées. Alors bien sûr, c'est l'achat en circuit court sur les producteurs locaux, ça permet de valoriser les produits locaux, les produits typiques et de faire aussi travailler et développer le territoire. Bien sûr, quand on parle de produits alimentaires, on pense tout de suite à la saisonnalité. On va préférer les produits bruts et le fait maison par rapport à des produits transformés. On va privilégier les produits porteurs de labels, produits certifiés. Alors, sur les labels, on verra par la suite, mais il y a un nombre, je dirais presque incalculable de labels qui existent. On va aller sur de l'agriculture biologique, sur des labels rouges, des AOP, des IGP, etc. Du commerce équitable, bien sûr, privilégier tous les produits qui peuvent être issus du commerce équitable. Là, on est plus sur des produits importés, bien que ça commence à venir également en France, mais on est plus sur le café, le thé, le chocolat, le sucre, etc. Une autre piste, c'est prendre en compte le bien-être animal, la pêche locale, durable, en évitant même les espèces menacées plutôt. Il y a également, alors c'est moins indirect, c'est moins direct, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Du coup, si vous arrivez à lutter contre le gaspillage alimentaire, à recuisiner des produits, à éviter de la surconsommation de produits alimentaires, vous allez du coup réduire votre volume de produits à acheter, d'où voilà, ça fait partie aussi de l'achat responsable, ne pas acheter, ne pas trop acheter pour ensuite mettre le tout à la poubelle. Donc voilà, quelques pistes pour se poser les bonnes questions et pour engager une démarche d'achat responsable en ce qui concerne les produits alimentaires. Alors, comme je vous ai dit, sur les produits alimentaires, on a de nombreux labels qui existent. On est sur les AOP, les IGP, les labels rouges, les pêches responsables, les agricultures bio, les artisans, les commerces équitables, EcoCert, etc., le bien-être animal. La liste n'est pas du tout exhaustive, il y a encore d'autres labels. Petite vigilance quand même, être vigilant à choisir des labels bien définis et bien connus. Faut bien être vigilant à ce que véhiculent certains labels et bien s'assurer que les labels que vous choisirez correspondent bien à vos critères de choix. Alors, quand on parle d'achat responsable, peut-être un achat qui ne vient pas tout de suite à l'esprit, mais c'est l'énergie. Et l'énergie, comme on a vu ces derniers mois, donc, a un poids de plus important sur le chiffre d'affaires. Donc, on va chercher à minimiser ces factures énergétiques d'un côté. Donc, voilà, dès qu'on fait de la maîtrise de l'énergie, donc on verra qu'on a plusieurs pistes pour économiser cette énergie. Et bien, dès qu'on arrive à économiser de l'énergie, donc on en achète moins. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Ensuite, vous pouvez
les établissements plutôt peuvent souscrire à des contrats verts. Alors, aussi bien d'électricité verte que des contrats de gaz vert. Donc, dans ce cas-là, c'est du biogaz. Alors, il y a deux types alors, c'est pas vraiment un label, la première ligne, c'est les garanties d'origine. Alors, si vous voulez signer un contrat d'électricité verte avec un fournisseur, à savoir qu'il y a plusieurs fournisseurs qui proposent des contrats d'électricité verte, je dirais même maintenant la majorité en propose, et ils vont vous vendre en contrepartie ce qu'on appelle des garanties d'origine. Ces garanties d'origine, en fait, ça prouve en fait que quelque part, la quantité d'électricité que vous allez consommer a été produite par des énergies renouvelables. Voilà, c'est juste le volume que vous allez consommer d'énergie a été produit par une énergie renouvelable quelque part. C'est pas forcément le fournisseur de votre fournisseur d'énergie qui a produit cette électricité verte, mais elle a été produite par un autre producteur. Et en fait, les fournisseurs achètent ces garanties d'origine à des producteurs. Après, un label qui existe depuis moins longtemps, alors je sais 2-3 ans peut-être maintenant, c'est le label Vervolt. Alors c'est un label qui a été mis au point par l'ADEME et qui lui certifie vraiment les fournisseurs en fonction de leur production d'énergie renouvelable. Alors il y a deux niveaux de label, un niveau qui est le niveau engagé et le niveau très engagé. Donc voilà, sur le niveau très engagé, eh bien, comme vous pouvez vous y attendre, en fait, il faut que les électricités vertes aient été produites en France et je crois 25% par des collectivités locales ou des ou des centrales citoyennes, ou voilà, c'est vraiment le niveau le plus important. Et je vous ai mis le lien, vous pouvez retrouver tous les fournisseurs d'énergie qui proposent des contrats labellisés Vervolt sur les 2 niveaux. Je crois qu'il y en a une petite dizaine en tout. Mais au lieu d'acheter son énergie, vous pouvez également la produire, l'énergie. Donc pour les hébergements, camping, etc., ce qui peut être intéressant, c'est de produire leur chaleur à partir de panneaux solaires thermiques. Voilà, ça va produire de l'eau chaude et ça va permettre de chauffer une partie de l'eau chaude sanitaire et une partie des besoins de chauffage. On va retrouver sur cette production d'énergie renouvelable et plutôt de chaleur renouvelable les chaudières bois, la géothermie. Si par contre on est sur de l'électricité, donc ça va être de produire une partie de son électricité avec des panneaux solaires photovoltaïques. Voilà, donc en plus, voilà, ça c'est une autre voie. Voilà, et pour éviter d'acheter de l'électricité, je dirais, au réseau, vous pouvez produire votre propre électricité. Bon, après, là, je ne rentre pas plus dans les détails sur cette production de chaleur ou d'électricité solaire. Je me permets du coup de prendre ta suite, Voilà. Patricia. On va parler maintenant des achats responsables qui peuvent être faits sur tout ce qui est web et numérique. Le numérique aujourd'hui, ça représente presque 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est principalement finalement sur la conception, donc sur les équipements. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire en faveur d'équipements plus responsables? Eh ben, on essaie d'acheter des produits dont la durée de vie des équipements a été augmentée. Pareil pour les logiciels. On va favoriser le réemploi, on va favoriser la réparabilité. Donc aujourd'hui, on a des indices de réparabilité quand on achète du matériel. Sur l'hébergement, par exemple, eh ben, on va pouvoir se renseigner
comment fonctionne le data center auquel mes données sont stockées. Est-ce qu'il est à proximité? Est-ce qu'il utilise de la clim? Aujourd'hui, par exemple, il y a un PUE, un Power Usage Effectiveness, qui permet en fait de mesurer l'efficacité énergétique d'un data center. Plus il est proche de 1, plus il est positif en termes d'efficacité énergétique. Et en France, on est plutôt autour de 1,8, donc ce qui n'est pas très positif. On a également de nombreux labels. Ah, je m'entends derrière. Merci à celui qui coupe son micro. Les labels, donc on a l'écolabel évidemment, Blue Angel, TCO Certified, Energy Star, qui est un des plus connus. Donc c'est pareil en fonction de vos sensibilités, etc. N'hésitez pas à regarder et à demander aussi des conseils sur ces équipements. On peut aussi aujourd'hui, et c'est assez tendance, on peut louer des équipements. Donc ça permet aussi de faire des économies sur votre site internet de l'entreprise. Là aussi, on peut agir sur un achat responsable. On a parlé de l'hébergement, mais sur la conception du site en lui-même, c'est un achat. Vous savez qu'aujourd'hui, les sites internet, c'est un achat amortissable qui apparaît dans un bilan. Par exemple, sur le site internet, eh ben, je peux le faire héberger de manière plus responsable. Je peux avoir un moteur de recherche éco-responsable. Sur le site internet, je peux alléger mes pages, compresser mes vidéos, etc. Ça fait partie aussi du package de l'achat responsable. Aujourd'hui, il y a un outil d'évaluation de l'écoception numérique qui existe, qui s'appelle Num EcoJag. Vous le retrouvez dans les ressources à la fin. Et ça permet vraiment, finalement, d'évaluer notre site internet et d'avoir un petit plan d'action aussi, des pistes sur ce qui peut être fait. En tout cas, sur le côté numérique. Un autre champ très important dans les métiers du tourisme, c'est les produits d'entretien et le linge. Donc aujourd'hui, quels sont les achats sur lesquels on peut diriger, nous, les entreprises qu'on accompagne? Donc déjà, de privilégier forcément tous les textiles lavables et réutilisables. Donc lavettes, lingettes en microfibre, etc. De privilégier les produits naturels. Donc l'objectif, c'est bien de supprimer les produits toxiques. Là aussi, on est dans un achat responsable qui est bon pour l'environnement. Donc, on va plutôt privilégier le vinaigre blanc, le savon noir, le bicarbonate de soude, etc. On va privilégier des produits d'entretien multi-usage. On ne va pas multiplier finalement les produits. Ici aussi, on a un grand nombre de labels qui existent. Donc, c'est pareil, dans les ressources, on vous a mis vraiment un guide pour trouver les produits, les labels qui existent en fonction des produits que vous recherchez. Donc, vous pourrez trouver tout ça. L'objectif aussi, c'est de guider l'entreprise vers un achat qui lui permet de traiter de manière alternative ses tâches du quotidien. Donc, ça peut être des nettoyeurs industriels, etc. Pour les piscines, ça peut être aussi des machines qui permettent d'avoir moins de chlore. En tout cas, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent pour les entreprises. Ça peut être aussi de réduire le grammage du linge de table et de toilette. On sait que ça consomme moins d'énergie, etc. Sur les consommables, donc qu'est-ce qu'on entend par consommable? Donc ça, toute entreprise en a, c'est le papier toilette, la lessive, les produits d'entretien, le savon, le shampoing, le café, l'eau, etc. Tout ce qui est pour nos salariés, mais aussi pour les clients dans des structures touristiques. Donc la première règle, c'est évidemment pas de consommables jetables s'il existe un équivalent réutilisable. Donc la loi AGEC va évidemment dans ce sens. C'est pareil, on privilégie des produits qui bénéficient d'un label reconnu. On équipe toutes nos installations sanitaires, salles de bain, etc. de distributeurs de savon, distributeurs de shampoing, etc. Évidemment, au sein de notre entreprise, on propose une alternative aux bouteilles d'eau en plastique. Évidemment, on économise des déchets, etc. On utilise des machines à café avec des capsules biodégradables ou compostables. C'est un gros poste de dépense dans les entreprises françaises. On propose des conditionnements en vrac, évidemment, pas de portions individuelles. Donc voilà tout ça déjà, lorsqu'on se positionne sur tous ces critères, ça permet déjà de mettre de nombreuses actions en route avec peu de choses finalement. Sur le mobilier et l'électroménager, évidemment, c'est pareil, on va privilégier des produits qui bénéficient d'un label. Donc, il y a de nombreux labels, c'est pareil. On privilégie la réparation des équipements, puisqu'aujourd'hui, on a accès à un annuaire réparateur, donc où les particuliers et les entreprises peuvent bénéficier d'une aide pour faire réparer leur électroménager notamment.
On privilégie les biens de seconde main, oui, même pour une entreprise aujourd'hui. Une entreprise, elle peut acheter aujourd'hui des biens chez Emmaüs, dans une ressourcerie, etc. Et on lui livre une facture et on peut tout à fait, en tant qu'entreprise, acheter des biens de seconde main. On va évidemment privilégier les équipements qui bénéficient d'un label, qui ont été reconditionnés, qui sont faits à partir de matériaux recyclés ou de matériaux récupérés, qui sont, si on les achète neufs, récents, performants et qui sont classés avec une étiquette énergétique. Donc, on vous a mis 2 exemples sur l'étiquette énergétique et sur l'indice de réparabilité aussi de ce que vous achetez. C'est très important puisque c'est ça aussi la pérennité d'un investissement, c'est qu'il puisse se prolonger dans le temps. On opte aussi pour des équipements intelligents. Par exemple, aujourd'hui, on a des lave-linges ou des lave-vaisselle professionnels, ou pour les particuliers aussi, qui gardent l'eau en stock du dernier rinçage pour le lavage suivant. Donc, ce qui permet aussi une économie d'eau. Donc, c'est vraiment sur ce genre d'achat qu'il faut se diriger. À plus grande échelle, on va parler aujourd'hui des travaux, des chantiers que vous pouvez mener, enfin, des entreprises qu'elles puissent mener au sein de leurs établissements. Donc, évidemment, on va privilégier des prestataires locaux, puisque c'est ça aussi l'approvisionnement, d'être en contact avec les entreprises, etc. Et on va privilégier les entreprises et les matériaux qui bénéficient d'un label. Ça peut être l'entreprise, mais ça peut être aussi une entreprise qui n'est pas labellisée, mais à qui vous demandez aussi de sourcer finalement ces approvisionnements pour votre chantier et en prenant en compte la performance environnementale des matériaux qui vont être utilisés pour le chantier. Aujourd'hui, l'entreprise, elle peut choisir de faire ses achats d'elle-même, mais elle peut aussi finalement rejoindre une communauté d'acheteurs. Donc aujourd'hui, il existe des groupements d'achats au national ou en local qui permettent de se regrouper, de mutualiser une partie ou l'ensemble de ces achats, et évidemment dans un objectif de réduire des coûts. Donc il y a des offreurs de solutions aujourd'hui pour tout le monde, pour toutes les activités, pour les particuliers, pour les professionnels. Je vais parler de la plateforme tout d'abord Frais et Local. Donc Frais et Local, c'est une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en partenariat avec les chambres d'agriculture. Ça a été créé en 2021 et ça permet vraiment d'identifier facilement les producteurs des réseaux partenaires et leurs points de vente près de chez soi, en étant géolocalisés. Aujourd'hui, c'est plus de 8000 exploitations et points de vente qui sont référencés. Et en fait, les plateformes partenaires, c'est Bienvenue à la ferme, le réseau de l'enseignement agricole et le réseau de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Une autre plateforme qui est très connue, c'est le CEDRE. Donc le CEDRE, en fait, c'est vraiment un groupement d'achat qui favorise une économie soucieuse du bien commun, respectueuse de l'homme, de la planète, et qui essaie vraiment de créer des relations solidaires et équitables, donc pour les professionnels. Troisième offre de solution, l'ADEC. L'ADEC, c'est une initiative de la CCI de Maine-et-Loire, de l'ADEME et de l'Association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative. Donc, c'est vraiment un réseau d'entreprises locales qui sont engagées en Pays de Loire. C'est à peu près 200 structures aujourd'hui qui s'engagent pour promouvoir l'économie circulaire sur leur territoire. Et vraiment, ils mettent en place des solutions concrètes, des services clés en main entre professionnels. Ils essaient vraiment donc là, on est sur une initiative pour le coup qui est plutôt régionale. Et on a aussi des offreurs de solutions par secteur d'activité. Donc, par exemple, l'hôtellerie de plein air, sa plateforme, ce groupement d'achat le plus connu, c'est le Gain. Et le Gain, aujourd'hui, développe aussi des sections dans son catalogue pour référencer des achats plus vertueux. Donc, à vous aussi de prendre le temps de regarder en quoi cet achat est plus vertueux. Et par exemple, pour l'hôtellerie-restauration, on a Caddy.fr, même concept, où il se positionne de plus en plus sur ces thématiques. Patricia, je vais te laisser nous faire un peu une démonstration de ce que ça peut avoir pour l'entreprise comme retour sur investissement. J'ai dû remonter parce que j'ai un webinaire à l'ADEME qui vient de commencer. On t'entend, Patricia ? S'il vous plaît. Sur la mission de mettre les petites. Oui. Oui, on t'entend, ça y est. Alors, je disais qu'on peut se demander si mettre en place une politique d'achat responsable est bénéfique pour l'entreprise, si ça ne va pas lui coûter trop en temps, si ça ne va pas être trop lourd sur le budget, etc. Alors, il est vrai en fait que pour mettre en place une telle politique, il faudra tenir compte de plusieurs coûts
notamment un coût salarial passé pour rédiger vraiment les cahiers des charges, pour trouver, pour référencer, pour qualifier les différents fournisseurs, également pour repérer du coup tous les réseaux de producteurs qui sont à proximité de chez soi. Donc ça va, c'est sûr, impacter dans un premier temps, en fait, sur le temps. Il va falloir passer un moment pour trouver et référencer tous les producteurs, car comme vous vous en doutez, on va vraiment changer de politique d'achat, donc de fournisseurs. Après, on n'est pas obligé vraiment de changer tous nos fournisseurs. Certains fournisseurs que l'établissement a ont peut-être et proposent même certainement des produits qui sont plus éco-responsables que d'autres. Donc voilà, déjà se renseigner auprès des fournisseurs actuels s'il n'y a pas une solution plus durable, plus éco-responsable chez eux. Et puis, il y a aussi un coût salarial qui n'est pas à négliger, c'est le fait de sensibiliser et même de former les équipes sur de l'achat responsable. Outre ce coût salarial, il est certain que certains produits certifiés, locaux, des produits plus performants, notamment lorsqu'on va parler d'équipements électroménagers, vont avoir un coût plus important que les équipements standards. Ça va être des coûts sur l'investissement. Après, typiquement, lorsqu'on est sur des produits électroménagers, on sait très bien que sur la durée de vie globale de l'équipement sur plusieurs années, lorsqu'on intègre tout ce qui est maintenance, tout ce qui est énergie, etc., ces équipements seront de manière globale moins cher qu'un équipement standard qu'il faudra peut-être remplacer tous les 2 ans, tous les 2-3 ans, alors que les équipements performants et durables vont durer une dizaine d'années, voire même plus. Tout ce qui est produits locaux, lorsqu'on va se sourcer sur des produits locaux, on va avoir bien moins d'intermédiaires, nous allons avoir moins de transport aussi, les livraisons seront bien plus restreintes, donc ça va automatiquement impacter une baisse de coût. Donc là, on retrouve donc plutôt une baisse des coûts sur l'approvisionnement des produits locaux. Ce qui est également important, c'est quand on met en place une politique d'achat responsable, vu qu'on va aller sourcer des équipements qui sont performants, on va automatiquement faire des économies sur l'énergie, des économies sur l'eau, sur les produits alimentaires. Lorsqu'on a une politique d'achat responsable, on va plutôt aller sur la qualité que sur la quantité. Du coup, on va automatiquement chercher à faire moins de gaspillage. Donc, on va économiser et on va réduire ses coûts également sur ces produits alimentaires, sur les produits d'entretien. Donc, également, si on part, comme le disait Anaïs, sur des produits réutilisables, eh bien, on va forcément avoir des réductions de coûts, notamment aussi sur tout ce qui est gestion des déchets. Donc, si on part sur des produits responsables et que l'un de nos critères d'achat, c'était sur un minimum d'emballage, etc. Donc, si on a moins d'emballage, on a moins de déchets à gérer et du coup, on a sa facture déchets qui diminue. Donc, on voit qu'il y a plusieurs leviers sur cette politique d'achat, même si d'un côté, on doit y passer dans un premier temps plus de temps pour mettre en place cette politique, on va s'y retrouver sur des réductions de coûts. Les gains financiers sont difficilement, je dirais, voilà, suivant les établissements et suivant l'ampleur de la politique qui va être mise en place, on va avoir des gains financiers qui sont différents. Ces gains financiers sont difficilement quantifiables, mais ils sont indéniables. Une enquête que l'ADEME avait fait en 2016 sur la mise en place d'une politique d'achat responsable, ils étaient sur un retour d'investissement autour de 2 ans. Mais comme on l'a vu au tout départ,
outre l'aspect retour sur investissement et gain sur la facture, réduction des coûts, il faut bien garder en tête qu'il y a d'autres points qui sont mis en avant lors d'une politique d'achat responsable. Notamment, on va limiter son empreinte environnementale, on va valoriser son image auprès de la clientèle, on va fidéliser ses collaborateurs avec le recrutement va être plus facile car maintenant les jeunes générations sont en demande d'établissements qui sont porteurs de sens. On va attirer cette clientèle en recherche d'un tourisme responsable et durable, donc on va augmenter notre chiffre d'affaires. On va, comme l'avait également indiqué Anaïs, on va sécuriser nos relations avec nos fournisseurs, donc on va diminuer notre risque sur nos approvisionnements, on va maîtriser nos coûts énergétiques, maîtriser nos consommations d'eau. On va impliquer aussi, en impliquant les producteurs locaux, on va développer le tissu économique local. Voilà. Outre ces retours sur investissement direct, il y a énormément d'autres points qui sont positifs sur la mise en place d'une démarche d'achat responsable. Je crois qu'on va maintenant donner la parole à Steve. C'est gentil, merci. Alors, j'essaierai de faire vite sur ces labels, puisque vous les connaissez déjà. Donc, on peut remarquer aujourd'hui effectivement que tous ces dispositifs développement durable RSE sont synonymes de qualité. Effectivement, de plus en plus de critères achats responsables dans les démarches de qualité sont présentes, et RSE ou environnement. On pourra remarquer par exemple l'étoile verte qui est arrivée chez Michelin, dans les classements Atout France également. Donc sur l'hôtellerie par exemple, on peut remarquer qu'on a plus de 10% des critères qui sont dédiés au développement durable et à l'environnement aujourd'hui. On a Destination Excellence qui est le petit nouveau qui vient d'arriver, qui remplace Qualité Tourisme et qui va lui aussi vers cette thématique avec près de 30% aujourd'hui de critères sur ce volet RSE, développement durable, avec une partie assez importante sur les achats durables. On peut citer Relais Château, qui est une association aussi donc de qualité pour nos établissements, qui a présenté, lui, un manifeste à l'UNESCO avec une vingtaine d'engagements assez lourds sur ces dispositifs thématiques. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, même les démarches qualité entrent dans ces sujets. Après, on a ciblé quelques labels qui sont vraiment un peu plus poussés sur les démarches achats responsables. On pourra parler du Green Globe. Donc lui, il a une politique d'achat responsable donc mise en place pour développer des critères environnementaux dans les appels d'offres, favoriser des fournisseurs aux bonnes pratiques environnementales. On pourra parler des produits alimentaires qui doivent répondre à des exigences environnementales, des produits locaux de saison, au moins un plat végétarien ou vegan. Les textiles sont pris en compte, les produits d'hygiène aussi, les produits d'entretien, les lessives ont un label environnemental, des fournitures plus respectueuses de l'environnement, comme le papier, et donc normé avec le FCS ou PEFC, la nourriture issue de l'agriculture biologique, des bois certifiés. Enfin, c'est assez poussé sur toutes ces mesures d'achat responsable. Et pour la restauration, on a l'écotable qui, lui, a, et c'est plutôt bien pour leurs ressortissants, un annuaire qui regroupe une grande palette d'acteurs engagés, donc plus de 500, avec les thématiques d'approvisionnement alimentaire dont on parlait tout à l'heure, la décoration, le mobilier, la vaisselle, le digital, les eaux, les énergies, les biodéchets, les invendus, les consommables, les engagements sociaux, les équipements, fontaine à eau par exemple. Pardon, excusez-moi. Les produits d'entretien et d'hygiène, serviettes et livraisons éthiques, et même des solutions de financement. Clé verte qu'on dispense aujourd'hui, l'écolabel qui a aussi donc pas mal d'engagements sur ces thématiques. Et même on peut remarquer qu'aujourd'hui certains groupes hôteliers vont vers ces labels, puisqu'on a un accord entre Accor
et Clé Verte qui émergent pour la labellisation de leurs établissements, ils avaient déjà dans leur filiale un engagement avec Green Globe. Et Logis de France, qu'on peut citer, la première chaîne labellisée Lucie 26000, donc c'est une norme ISO sur les engagements RSE. Voilà. Et pour aller plus loin, on a un label que j'ai découvert, le RFAR, donc label qui, lui, ouvert à toutes les filières, tous les secteurs d'activité. Voilà, on va pouvoir parler de leurs 5 grands axes, donc l'engagement et gouvernance de l'organisation dans une démarche d'achat responsable. Ça recoupe la gestion des risques et opportunités RSE pour définir des priorités, la prévention de la corruption. Le deuxième axe, les conditions de la qualité des relations fournisseurs et sous-traitants. On pourra parler de professionnalisation de la fonction et du processus d'achat, du pilotage des relations fournisseurs et développement de la médiation, du retour d'expérience, de l'écoute active, de la voix des fournisseurs. En 3, donc pour l'axe 3, le respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants. On parlera d'équité financière vis-à-vis des fournisseurs, de la promotion des relations durables et équilibrées, de l'égalité de traitement entre les fournisseurs. Alors, je ne sais pas qui baille, mais je vais tâcher de faire vite. Pour l'axe 4, l'intégration de la responsabilité sociétale dans le processus des achats. Donc, on parlera cette fois-ci de préparation d'une stratégie de sourcing responsable. Le sourcing aussi, on en parle peu, mais c'est très important. Et il y a effectivement, pour nous aider, des outils sur Internet et sur certains sites dont il faut profiter. L'intégration des spécifications RSE dans le cahier des charges et dans les performances RSE aussi des fournisseurs. Et pour finir, l'impact des achats sur la compétitivité économique de l'écosystème. L'appréciation de l'ensemble des coûts du cycle de vie sera donc considérée et la contribution au développement du territoire, l'aide à la consolidation des filières et au déploiement international. Donc ce label, aujourd'hui, il est très peu présent dans le tourisme. C'est un label qui fait suite, il est dans le prolongement d'une démarche engagée depuis 2010 par les médiateurs des entreprises et du CNA, à travers une charte qui est signée par beaucoup d'acteurs. Et de cette charte, quand on arrive à respecter ces engagements, on peut être labellisé aujourd'hui. On a le groupe quand même hôtelier Pierre et Vacances qui est labellisé. Voilà. On va pouvoir passer à un retour d'expérience. Je crois que c'est dans cet ordre que ça a été établi. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Steve. Merci. Avant d'avoir le témoignage de la ferme Saint-Siméon et de la société Take West, on va juste faire un petit tour d'horizon des pratiques des CCI et de ce que proposent déjà finalement certaines CCI de notre territoire. Et en particulier, je vais aborder avec vous le parcours sourcing durable. Donc, c'est une initiative de la CCI Grand Est. Alors, on va en parler parce qu'elle est déployée dans d'autres territoires. C'est Christelle Ricci de la CCI Grand Est, conseillère économie circulaire, qui a co-créé ce parcours, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, elle m'a donné tous les éléments et c'est moi qui vais vous faire la présentation. Donc, l'objectif de parcours sourcing durable, c'est vraiment d'aider l'entreprise à déployer une politique d'achat durable dans son entreprise via un accompagnement collectif. Donc, ça a été créé il y a 5 ans, financé par l'ADEME, la région Grand Est. À l'origine, c'était une convention signée entre eux sur l'économie circulaire. Et finalement, de l'état des lieux que Christelle Ricci avait fait, il y avait besoin d'un accompagnement. Donc, la CCI Nouvelle-Aquitaine, à cette époque, proposait déjà une opération collective avec de l'accompagnement. On en parlera après sur le programme éco-entrepreneur. Et donc, c'est de là qu'est parti ce projet. Donc, le parcours CCI durable, aujourd'hui, ou en tout cas sous cette forme-là d'accompagnement des entreprises aux achats responsables, on a plusieurs dispositifs qui existent. Donc, on a ce parcours de CCI Grand Est. Dans la CCI de l'Hérault, en 2023, il y a eu ce même genre d'initiative via le programme César, donc là, qui était un accompagnement plutôt des acteurs publics.
En Bretagne aussi, dans le dispositif Brace Fab, donc vraiment là, plutôt vraiment industrie, on a une initiative semblable. Et en Normandie également, mais sans la chambre de commerce, entre l'ADEME et l'AFNOR, il y a eu aussi un projet qui a été financé sur ce territoire-là. Sur la CCI Grand Est, donc on est sur un parcours de l'entreprise, donc sur un accompagnement collectif et individuel. Et le but, en fait, c'est de définir et de mettre en œuvre une démarche d'achat responsable. Donc, en général, c'est 12 entreprises qui se lancent en même temps et le parcours dure 1 an. Donc, les objectifs, parce que les donneurs d'ordre, aujourd'hui, ils intègrent systématiquement maintenant les critères de sélection environnementaux et sociaux. Parce que promouvoir la RSE au sein de sa chaîne d'approvisionnement et au sein de son entreprise, c'est incontournable. Parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants aussi quant à l'origine, la composition et les conditions de fabrication des produits. Pour décliner ses engagements de sa stratégie RSE avec la partie fournisseur dans les achats. Et comme on l'a dit, parce qu'il faut aussi sécuriser ses approvisionnements. Donc les bénéfices pour les entreprises, d'initier, de structurer ou même d'accélérer une démarche d'achat responsable au sein de l'entreprise, de bénéficier d'apports pédagogiques mais aussi de témoignages, d'évaluer et de valoriser les actions qui ont été engagées, donc ça c'est sine qua non d'un accompagnement, et évidemment d'échanger avec un collectif. Donc en fait, c'est un parcours d'1 an qui comporte 5 ateliers collectifs, donc un atelier tous les 2 mois, puis 4 rendez-vous en individuel en entreprise avec un coach en entreprise ou à distance. Et là, on reprend vraiment les étapes que Patricia a présentées, un état des lieux, une définition des objectifs et des actions à mener, une mise en œuvre des actions et un suivi des indicateurs, et évidemment une évaluation de ces actions pour pouvoir apporter des actions correctives, lorsque c'est nécessaire. Donc ce parcours sourcing durable, il est aujourd'hui, je pense que sur la CCI Grand Est, il est à hauteur de 2 500 €. Il est pris en charge une partie par la région Grand Est et l'ADEME. Aujourd'hui, la CCI, pour elle, ce n'est pas un produit, en tout cas, sur lequel ils sont bénéficiaires, même si le temps de Christelle Ricci est en partie financé par une convention avec l'ADEME. Sachez que ce parcours, aujourd'hui, il a découlé sur un club achat responsable des entreprises du Grand Est, puisqu'après 3 promotions, 3 années de suivre, ils ont créé un club spécialisé et qui ne traite que de ces questions-là et qui se regroupe 3 fois par an. Ce dispositif, la CCI Grand Est le partage à qui le souhaite. Son temps, son travail, ses supports. Aujourd'hui, Christelle, elle partage tout. C'est ce qu'elle a fait avec déjà plusieurs CCI. Il y a des fiches de retour d'expérience. Il y a vraiment tout si vous souhaitez intégrer en totalité ou en partie dans une autre formation ce pan achat responsable. Et pour même aider à cela, la CCI Grand Est ont créé un serious game qui s'appelle Arthur et la quête des achats durables, qui a été financé par la région. Et pour le coup, c'est un outil de sensibilisation pour les équipes, inter-entreprises aussi, par exemple, très utilisé sur des réunions Gîtes de France, Fédération d'hôtellerie de plein air, etc. Et il y a 100 boîtes aujourd'hui qui ont été créées pour les entreprises. Donc, ils les prêtent aux entreprises pour qu'elles puissent le pratiquer avec ses salariés. Et à la demande d'autres CCI et d'autres entreprises de d'autres territoires, aujourd'hui, ce jeu il va être commercialisé à hauteur de 80 €. Les explications sont si denses dans ce jeu, pardon, qu'en fait, n'importe qui peut l'animer s'il a joué une fois au préalable. Donc même en termes d'animation au sein de l'entreprise, etc., aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif et pour l'entrepreneur, le chef d'entreprise ou le cadre dirigeant, et qui peut aussi partager ça avec ses équipes grâce à ce Serious Game. Donc ça, c'était vraiment une mise en lumière de cette initiative dédiée aux achats responsables de la CCI Grand Est. Mais on va maintenant, grâce à Steve, la ferme Saint-Siméon et la société Takeaways vont nous présenter le projet qu'ils vont mener ensemble. Donc, je vais vous laisser la parole et je vous remercie une fois de plus d'avoir répondu positif à notre invitation et de partager ce moment avec nous. Merci Anaïs. Je vais arrêter le partage.
Effectivement, je remercie d'ores et déjà donc Émile Jacquet pour la collection Saint-Siméon et Alexis Lemeillier pour la société Take A Waste. Donc nous allons pouvoir, à travers une stratégie plus globale, hein, bien entendu, hein, parler des achats responsables au travers une politique mise en place par la collection Saint-Siméon, une politique zéro plastique. Et effectivement, on va pouvoir aussi voir est-ce que j'ai pu apprendre les interactions qu'on peut avoir avec ces fournisseurs dans ces cadres-là. Donc, messieurs, je vous laisse la main et merci d'avance. Bonjour à tous, merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc la collection Saint-Simon est engagée écologiquement depuis plusieurs années et c'est vrai que là, il y a eu la décision par le CODIR et la famille dirigeante de concrétiser un petit peu ces actions avec un plan d'action en partenariat avec Take A Waste. Donc qui nous accompagne sur la gestion de nos déchets, donc l'intégralité des déchets, la manière dont ils vont être collectés par nos différents prestataires, et une deuxième mission beaucoup plus spécifique sur le travail et l'analyse de tous les plastiques utilisés par l'entreprise, que ce soit de l'emballage ou des produits en plastique, et une recherche de solutions pour chacun et l'intégralité de ces plastiques. Ça fait beaucoup de travail qui est en cours en ce moment. L'idée, donc cette stratégie avec Take A Waste, ça s'inclut dans une recherche un petit peu plus globale de la collection Saint-Siméon. Donc la politique RSE, c'est vraiment un ancrage éthique, hein, pour la préservation de l'environnement et le soutien à la vie locale et associative. Ça rentre pour le bien-être de nos salariés sur un cadre de vie meilleur en dehors de l'entreprise. En plus de la certification zéro plastique qu'on espère obtenir à travers l'aide de Take A Waste, on travaille en parallèle sur l'obtention de l'écolabel européen qui, là, touche un petit peu plus au système de chauffage ou d'éclairage, de ventilation, et cetera, de l'hôtel. Je sais pas si tu veux dire, 2 mots, Alexis, toi, de ton côté? Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis Lemeillier, un des 2 fondateurs de Take A Waste. Pour la démarche de la collection Saint-Simon, rien à ajouter. Sur Take A Waste en particulier, on est une société spécialisée dans la mise en place du tri et la réduction des déchets, et très spécialisée aussi dans le tourisme, puisqu'on accompagne de 400 hôtels-restaurants un peu partout en France à mettre en place du tri et à réduire à la source leurs déchets. Après, je ne sais pas, Émile, en termes de partage de présentation, à quel moment tu voulais l'enclencher? Alors, attends, il faut que ce soit moi qui la partage, d'accord. C'est toi qui commence, mais sinon, je peux prendre la main, c'est toi qui vois. Non, vas-y, puis moi, quand tu es sur ma slide, je resterai avec ce truc très simple et je développerai à ce moment-là. Alors, sachant que les premières slides de collection Saint-Simon, je ne les avais pas parce qu'effectivement, le format que tu as envoyé, désolé pour ces problèmes techniques, n'était pas lisible pour moi. Si tu as des slides à partager, toi, vas-y. Et sinon, je partage moi. Non, vas-y. Okay, ça marche. Ça marche. Je vais vous partager mon écran et du coup, on arrivait au pourquoi du diagnostic plastique. On va entrer un petit peu dans le détail de notre méthodologie et des premiers résultats qu'on a eus. Voilà, donc là-dessus, on peut parler ensemble, Émile, si ça te va, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs raisons qui vous ont poussé à faire un diagnostic plastique avec nous. La première raison, je pense qu'elle est environnementale, c'est assez évident. On aurait pu prendre plein de chiffres pour le montrer. Peut-être que celui-là, vous l'avez déjà vu, mais il y a une étude qui estime qu'en 2050, il y aura dans les océans plus de plastique que de poissons. Le plastique est partout. À la collection Saint-Siméon, qui pourtant est déjà un peu engagée, il y a beaucoup de plastique. Pour des raisons environnementales, on veut le réduire. La deuxième raison, peut-être compléter Émile là-dessus, mais il y a de la part des jeunes générations et en général une demande de plus en plus forte des clients sur des établissements et du tourisme engagé. Le chiffre qu'on avait trouvé là, c'était une étude du groupe TUI, qui montre qu'un Européen sur 10 réserve déjà des vacances éco-responsables. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Oui, nous, on a la démarche, elle est
s'il y a pour nos clients, évidemment, voilà, pouvoir avoir un séjour, dans le respect de l'environnement, hein. Nous, on est sur la côte normande, dans le berceau de l'impressionnisme, avec tous ces magnifiques panoramas, voilà, que Monet, Jonking et d'autres n'ont pas. Et donc l'idée, c'est de participer à la préservation de tous ces souvenirs, heu, normands. Et puis aussi, du côté de nos employés, hein, puisqu'il y a une demande très forte, nous, on a certaines personnes dans l'entreprise qui organisent des, team building avec ramassage de déchets, sur la plage, à côté de l'entreprise. Donc il y a une demande très forte de notre côté. Ça rejoint un petit peu la marque employeur, d'avoir une, travailler dans une entreprise qui est engagée concrètement avec des solutions réelles au quotidien. Absolument. Et le dernier argument qu'on avait vu, c'est l'idée de rester en pointe, hein, parce que maintenant, le tri des déchets est plus ou moins bien fait, mais en tout cas, ça devrait être la base, hein, d'être en conformité réglementaire sur le tri. Et donc, l'idée, c'est de remonter la chaîne de valeur et de passer des sujets aval, gestion des déchets, vers des sujets amont, plus achat responsable, sourcing, et en particulier sur les plastiques. On avait au moins ces 4 sujets-là, 4 enjeux qu'on traite au travers du diagnostic plastique. Et comme tu l'as dit, Émile, le diagnostic plastique est très focalisé sur les plastiques, mais on a aussi en parallèle un diagnostic déchets qui est plus large et qui a fait d'autres recommandations sur plein de déchets différents, en tout une petite quarantaine. L'idée, c'est de vous partager ici plutôt le diagnostic plastique avec à la fois de la méthodologie. Ce n'est pas si facile, hein, de faire ce gros travail dont a parlé Émile, et puis aussi des premiers résultats, et peut-être en ouvrant sur la session de questions-réponses, à partager avec vous, si vous en avez, des idées de réduction du plastique dans un hôtel-restaurant. En termes de méthodologie, on va aller rapidement là-dessus, hop, et venir plutôt sur cette slide qui est la vue d'ensemble du diagnostic plastique, tel qu'on le fait nous et tel qu'on le propose avec la ferme Saint-Siméon. Et une première phase d'état des lieux qui est chronophage, qui est compliqué. Il reviendra, mais l'idée est de faire la photo de tous les plastiques qui sont utilisés, tant les produits en plastique que les emballages en plastique. On va faire une caractérisation des plastiques achetés, consommés, utilisés par la collection Saint-Siméon. Au terme de cet état des lieux, arrive une phase de priorisation qui est plus courte. Et là, il y a vraiment d'échanges qui ont eu lieu entre nous pour sortir un top 10, puisque vu la quantité de plastique utilisé, l'idée n'est surtout pas de travailler sur l'ensemble des flux de front, on se perdrait. Il faut prioriser, et on a priorisé un top 10 selon différents critères qu'on vous présentera tout à l'heure. Et enfin, arrive juste le 1er juillet à cette dernière phase de plan d'action. Sur le top 10 priorisé, notre objectif, ce sera de trouver des solutions très concrètes à mettre en place avec la collection Saint-Siméon pour réduire la quantité de plastique utilisée. Donc c'est peut-être sur cette partie plan d'action qu'on ouvrira la discussion. Avant ça, vous présenter un petit peu plus des résultats d'état des lieux et de priorisation. Si ça te va, et Émile aussi. Absolument. L'état des lieux, ça a été assez chronophage, comme le disait très bien Alexis, puisque c'est vrai que ça demande une participation de nos fournisseurs pour pouvoir récupérer toutes les données d'achat. Nous, on a travaillé sur 2 ans, voilà, pour avoir une photo assez réaliste. Donc toutes les données d'achat de tous les fournisseurs, et puis après ça, pouvoir identifier quel fournisseur nous donne peut-être un produit, oui, en carton ou dans un matériel recyclable, mais ce produit lui-même emballé dans un petit film en plastique ou autre. Et donc, bon, c'est quand même assez long. C'est vrai que les équipes TakeAways là-dessus ont été vraiment une très grande aide, que ce soit pour réussir à obtenir les données des fournisseurs, mais aussi sur le tri des données. Je ne sais plus combien de lignes il y a le tableau, mais c'est un travail titanesque, très très bien réalisé. Là derrière, on a eu des super graphiques très faciles à comprendre. Donc pour nous, ça nous a vraiment clarifié les choses. Donc certains qu'on va partager ici, effectivement, la récupération de données, ce n'est pas une étape à sous-estimer, hein, ça prend du temps, et on a fait en collaboration. Émile, tu es aussi beaucoup en contact avec les fournisseurs pour les relancer plusieurs fois et qu'ils partagent des données. Sur l'état des lieux, ce qui est ressorti,
c'est qu'on avait à peu près 920 lignes de référence produits qui contenaient du plastique. Sur les un peu plus de 1200 références, on a réussi à sortir de la comptabilité 1100, 1200 références. On a 920, donc une grosse majorité, sont des produits ou emballages en plastique. Même si on détaille, comme vous le voyez à l'écran, le plastique est beaucoup dans les emballages. Sur les 920 références qui contiennent du plastique, il y en a 890 qui sont en fait des emballages en plastique de tout type. Et pour tous les produits, on les a classés par famille de produits, ce qui était pour l'alimentaire ou non. Pareil, on se dit un petit peu plus ici, on les a aussi classés par fournisseur. Ce qu'il faut retenir, les grandes lignes, c'est que les produits alimentaires, puisque la firme Saint-Siméon est un hôtel-restaurant, les produits alimentaires sont beaucoup emballés dans du plastique. Tous les produits, toutes les familles de produits, les boissons, les viandes, les épices, absolument toutes les familles de produits sont emballés dans du plastique. À peu près 2/3 de produits alimentaires, 1/3 de produits non alimentaires. Vous avez à droite, top, je pense à peu près top 20, les fournisseurs qui sont le plus plastifiés. Donc tout ça vient effectivement de la récupération des données et on a pu synthétiser par famille de produits, par fournisseur, différencier produits, emballages, etc. Et enfin, différencier par résine de plastique. Ça, c'est une étape qui est importante aussi, qui anticipe sur la priorisation. Vous le savez probablement, il y a des plastiques aujourd'hui qui sont techniquement très recyclables. Le PET, le PE, le PP notamment, sont des plastiques recyclables. Il y a des plastiques qui aujourd'hui sont peu ou pas recyclables. Quand on dit qu'ils sont peu recyclables, moyennement recyclables, ça veut dire que les filières sont en train de se développer et qu'il n'y a pas de garantie de recyclage. Quand on dit qu'ils sont pas recyclables, c'est qu'il n'y a aucune solution de recyclage à date. La filière, elle n'existe pas. On n'a pas de perspective à court terme. Vous voyez dans le graphe de droite que sur près le top 100 des produits emballages plastiques, on a un 2/3 qui est bien recyclable et un tiers qui reste peu ou pas recyclable. Ça va servir dans la priorisation. Émile, si tu veux ajouter quelque chose sur l'état des lieux. Nous, c'est vrai que c'est des données qui nous ont quand même surprises, puisqu'il y a eu des efforts qui ont été faits avant de commencer la collaboration avec TakeOS, notamment retirer les mini bouteilles de shampoing et de gel douche qu'il y avait dans les chambres pour mettre des contenants rechargeables afin que voilà, on ait un rapport volume de plastique utilisé et volume de produits utilisés par le client qui soit beaucoup plus intéressant. Il y a des petites amenities, donc des petites choses qu'on mettait en chambre qui ont été enlevées puisqu'en fait elles étaient peu ou pas du tout utilisées par les clients, donc ça aussi il y a des grosses réductions de plastique, mais on voit qu'en effet voilà, il y a encore énormément de travail à faire et surtout peut-être des choses qu'on avait moins pensées ou qui sont moins évidentes, en tout cas pour nous dans notre cas et puis c'est un travail aussi très intéressant parce que sur la cuisine, ça implique voilà, des recherches et des discussions avec les fournisseurs qui sont vraiment intéressantes sur l'intégralité de la filière, en fait. Je viens de souligner une fois, nous, on voit encore beaucoup d'hôtels qui ont des bouteilles plastiques en chambre, par exemple. Ce n'est pas votre cas, il y a beaucoup de produits d'accueil en plastique, ce n'est pas votre cas non plus. Et malgré ça, il reste encore plus de plastique qu'on le soupçonnait. Alors l'idée, c'est de prioriser, évidemment, encore une fois, de ne pas agir sur tout, pas tout de suite. Pour prioriser, on a utilisé différents critères d'inspirer. Le premier critère qui est tellement important qu'on en a fait un double critère, c'est les quantités. Évidemment, on va commencer par réduire les produits emballages les plus consommés. On a fait un critère en nombre de pièces et un critère en poids. Ce qui implique au passage de récupérer le poids unitaire des emballages ou le nombre de pièces totales consommées dans une année. Encore une fois, la phase de récupération des données, elle est chronophage parce qu'on a besoin de données pour prioriser correctement. On a un deuxième critère qui pèse moins dans la pondération finale de localisation des pièces. C'est dit que
front office, donc tout ce qui était visible du client, était un tout petit peu plus prioritaire que les back office. Encore une fois, ce n'est pas un critère qui est majeur, mais c'est quand même intéressant à noter. Ensuite, ça fait le lien avec ce qui a été dit au début. On a des produits où il y a des solutions plus matures sur de la réduction ou du réemploi. On va plutôt commencer par eux, au lieu d'aller vers des produits où on sait qu'il n'y a pas de solution, et si on les priorise, c'est frustrant parce qu'on se retrouvera sans solution. Donc, on a évalué le potentiel de réduction, on a évalué le potentiel de réemploi. Pour le faire, on s'y appuie sur la stratégie nationale 3R sur les produits et emballages plastiques. Ça, c'est une priorisation qui a pu être faite de façon semi-automatisée grâce à la stratégie 3R. On a un critère de recyclabilité qui fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure à l'état des lieux. Et enfin, on a un dernier critère qui a concerné les emballages en particulier, un critère sur le format, puisque plus les emballages sont petits, plus, à notre sens, ils sont prioritaires. Ça, si ce n'est pas évident pour vous, ça s'explique de deux façons. Il faut savoir que les tout petits emballages passent entre les mailles du filet en centre de tri, donc tout petits emballages en dessous de 1 ou 2 cm ne sont pas recyclés. Et sinon, la deuxième explication, c'est qu'à quantité de produits équivalents, plus l'emballage est grand, moins on met d'emballage. Le ratio produit sur emballage est meilleur, s'améliore avec la taille. Le résultat de la priorisation, le top 11 qu'on a sorti, c'est celui-là. Donc, c'est vraiment un top 11 propre à la ferme Saint-Siméon. Si on refait l'exercice sur un autre établissement, ce ne sera pas le même. Et ça vous donne une première idée des plastiques qu'on trouve le plus. On a d'abord les caisses PSE, donc les emballages du poisson. C'est très particulier à la ferme Saint-Siméon, parce que vous êtes sur la côte et vous consommez beaucoup de poissons. Aujourd'hui livrés dans des caisses en polystyrène à usage unique. On a aussi beaucoup de bouteilles de jus de fruits. On a des chaussons à usage unique en polyester, pas forcément utilisés à chaque fois, et quand ils ne sont pas utilisés, on les laisse. N'empêche que sur une année, ça finit par peser. On a des briques de lait, on a des peignes en plastique, des bonnets de douche en plastique. Les bonnets de douche, ils sont à la demande, donc déjà on réduit, mais malgré tout, il en reste. On a 2 lignes de produits d'hygiène beauté avec 2 fournisseurs différents. On a les emballages du papier toilette qui sont en plastique. C'est pas le papier toilette lui-même qui est en plastique, rassurez-vous, mais c'est les emballages du papier toilette. Et là encore, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, mais finalement, mis bout à bout, ça fait 26 kg année 2400 produits papier toilette. Pardon, 1580 paquets de rouleaux. Les sacs de conservation en cuisine et enfin les bouteilles d'eau qui sont distribuées aux clients sur le départ qui le demandent. C'est un des rares produits front office qu'on a priorisé. Voilà le top 11. Notre objectif maintenant, c'est de trouver des solutions pour remplacer ces produits-là. Je ne sais pas si, Émile, tu veux réagir sur ce top 11 avant de passer à la partie solution. Ouvre le débat. Moi, il y a eu des choix ici un petit peu éthiques vraiment pour nous. Donc, même si c'est vrai que Takeaways, dans sa stratégie, a tendance à prioriser ce que le client voit et ce que le client ne voit pas avec une notation différente. Nous, on a demandé à vraiment diminuer cette notation, puisque pour nous, ce qui se passe, même à l'abri des yeux du client, ça reste quand même très important. La démarche étant vraiment éthique et sincère de notre côté. Donc, il y a des choses qui nous surprennent peu, comme les caisses à poissons. Il y a des choses où on attend des solutions, et là, c'est intéressant de travailler avec Takeaways, qui a une expérience globale, nationale, et qui a déjà fait une partie du travail avec de nombreux autres établissements, notamment sur les bouteilles de jus ou sur des chaussons. C'est vrai qu'en fait, nous, on n'avait pas forcément pensé, mais les briques de lait, c'est du multicouche qui n'est pas recyclable en France, ou en tout cas pas dans les centrales de tri qui est à côté de chez nous. Et étant en Normandie, on arrivera certainement à trouver un fournisseur de lait frais qui pourra nous donner soit un contenant réutilisable, soit un contenant recyclable. Donc voilà, ça permet quand même vraiment de porter, de mettre en lumière des choses en fait qui pour nous étaient rentrées dans le quotidien et on aurait eu plus de mal à analyser sans l'aide de l'intervention de Takeaways.
me reste quelques minutes pour les recommandations qui sont vraiment en cours. Donc, on va pas vous présenter grand-chose. Je préfère le dire avant que vous soyez déçus. On ouvre le débat, au contraire. En tout cas, ce qu'on fera comme recommandation, ce sera soit de la réduction, soit du réemploi, soit du recyclage. Réduction, ça peut être changement de comportement. On évite d'utiliser, par exemple, du film alimentaire en cuisine en changeant des techniques culinaires. On fournit à la demande, il y a plein de choses. C'est vraiment de la réduction, on évite le déchet. Sur les boissons et les contenants alimentaires en général, il y aura sans doute pas mal de réemploi. Passage à des contenants réemployables, potentiellement passage à du grand format à cette occasion, livraison en vrac, pourquoi pas. Et enfin, comme l'a dit Emile, certains emballages d'aujourd'hui non recyclables pourraient être remplacés par des emballages recyclables si jamais il n'y a pas de solution de réemploi et de réduction à la source. Ça, c'est les catégories dans lesquelles on fera des recommandations. Puis après, voilà, on voulait ouvrir avec vous le débat, puisque vous êtes en contact avec des entreprises du tourisme. Vous avez peut-être, dans ces entreprises-là, vu déjà des initiatives de réduction, réemploi, recyclage sur des produits emballages plastiques. Et quelques-uns qui nous semblaient un peu emblématiques et que vous pourriez avoir croisés, c'est ceux-là. PSE pour le poisson, sac de conservation, tout ça, c'est plutôt de la cuisine. Produits d'hygiène beauté, briques de lait, bouteilles de jus de fruits pour les boissons et les bouteilles d'eau clients partant. Les boissons également. Voilà, on est en train de faire des recommandations sur ces familles de produits. Si jamais vous avez des suggestions, si jamais ça peut susciter la discussion, on sera ravis et on ouvre le débat. Pour répondre à Bénédicte qui nous a posé une question sur justement le polystyrène, j'imagine, pour les caisses de poissons. Nous, on est en discussion avec nos différents fournisseurs. Certains d'entre eux, en fait, nous retravaillent une partie de nos poissons, c'est-à-dire que c'est eux qui nous font les filets de poissons. Et donc, ils doivent déjà déballer les poissons de leur propre fournisseur ou de leurs pêcheurs selon la typologie de poissons que nous achetons. Et nous les mettez dans des caisses en polystyrène neuves, achetées exprès pour nous, enfin exprès pour le client, dont nous. Donc avec ce fournisseur-là en particulier, on est en train d'évaluer la possibilité d'acheter nos propres caisses, type, énorme Tupperware, hein, afin que le fournisseur puisse mettre les poissons préparés pour nous dans nos caisses et avoir un roulement, voilà, de caisses réutilisables. Alors on reste sur du plastique, on est sur du plastique dur, à voir si on arrive à trouver un plastique recyclable en fin de cycle, mais on est certainement sur une durée de vie de plusieurs années, on espère entre 5 et 10 ans, que ce soit pour amortir l'investissement, mais aussi évidemment du point de vue écologique, on sera déjà beaucoup, beaucoup mieux que la caisse en polystyrène. La stratégie de la collection Saint-Siméon avec l'accompagnement de Take Waste, elle est très réaliste, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le zéro plastique, en tout cas, ça ne me paraît pas possible dans l'absolu, mais c'est vraiment la tendance, le chemin dans lequel on veut s'engager. Et voilà, le moins on en aura, ou même le plus de produits seront mis dans les bacs de recyclage correctement, le plus probable de nouvelles filières pourront s'ouvrir un petit peu partout en France et en Europe. Donc voilà, pour la caisse en polystyrène, en tout cas, la solution, c'est des caisses en plastique réutilisables pendant plusieurs années, pour le moment. Avez-vous, par exemple, revu des méthodes de production? Je pense, par exemple, au sac de conservation. Avez-vous, par exemple, étudié la possibilité d'œuvrer pour la mise en bocaux, des choses de ce type? Oui, c'est une discussion, alors c'est très pertinent, ouais. C'est une discussion qui est en cours avec les équipes. Il y a des devis, donc nous on est vraiment au début hein, de la recherche de solutions. Et donc il y a des devis qui sont faits pour un petit peu voir ce qui est mieux entre, là encore, des boîtes en plastique réutilisables pendant plusieurs années ou des bocaux en verre pour des conserves, Le Parfait par exemple ou autre. Euh, selon le type de produit, voilà, il faut voir un petit peu la place que tout ça prend aussi à l'intérieur de nos frigos, de nos chambres froides, de nos chambres de congélation. Donc, voilà, il y a toute une analyse qui est en cours, mais on s'orientera, en tout cas, au stade actuel, probablement vers des boîtes, réutilisables.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Émile, c'est là la difficulté. Aujourd'hui, il y a un sac de conservation unique quelque part qui va servir pour plusieurs produits. Peut-être que demain, la solution sera différente selon les produits. Si on veut conserver des liquides ou des produits frais ou plutôt de l'épicerie, ça pourrait ne pas être la même solution dans l'association Relais et Château. Parce que la ferme Saint-Simon et Relais et Château, je ne sais pas si vous l'aviez dit. On a dans le réseau Relais et Château le restaurant Mirazur avec beaucoup de travail et de médiatisation sur le zéro plastique. Et eux, typiquement, remplacer les sacs de conservation progressivement, poste par poste, par différentes solutions. Il n'y a pas une solution unique forcément remplacer les plastiques. D'où la difficulté, le temps que ça peut prendre aussi. Alors, on voit dans votre démonstration, hein, puisque je connais très bien l'établissement, qu'effectivement, vous travaillez de toute façon avec des fournisseurs très engagés sur tous les plans, hein, qualité et autres. Et on s'aperçoit que même avec ces fournisseurs-là, on peut toujours aller plus loin finalement. Comment ont-ils pris votre démarche plutôt bien? Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées? Chaque fournisseur accepte nos discussions de manière différente. En règle générale, c'est quand même rentré dans les mœurs aujourd'hui de la société de devoir faire ce travail. Donc c'est accueilli plutôt bien, en tout cas beaucoup mieux que ce que j'ai pu connaître dans d'autres entreprises il y a une dizaine d'années. Et, euh, et voilà, après, il faut vraiment trouver cette solution puisqu'il y a l'idée de ne pas augmenter les coûts, d'avoir des investissements qui soient bah, qui puissent voilà, rentrer dans nos frais sur un nombre d'années raisonnable, hein, peut-être 12 à 24 mois, j'imagine. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte avec ces fournisseurs-là aussi, et puis à voir un petit peu ce que chacun est d'accord de faire. Euh, Avec les fournisseurs de poissons notamment, on a l'impression que les solutions, la discussion qu'on amène pourrait amener à un changement de procédé de leur côté sur une grande partie, voire l'ensemble de leurs clients. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez prendre la parole pour ceux qui le désireraient. Très inspirant, merci beaucoup. Oui, merci pour la démonstration, effectivement. Et bon courage, puisqu'on voit que l'ampleur du travail est importante, malgré effectivement ce que je disais tout à l'heure, une entreprise déjà très investie, on peut s'apercevoir qu'on peut toujours aller beaucoup plus loin. Merci. Alexis, est-ce que Merci vous pour voulez... l'invitation. Et Allez-y, j'espère pardon. que ça aura inspiré d'autres. J'espère que ça aura inspiré d'autres ou peut-être vous pourrez passer le mot aux personnes que vous accompagnez de votre côté pour lancer l'effort un petit peu. Merci beaucoup à tous les deux parce que c'est vraiment le but, c'est de s'inspirer aussi de vous pour partager ces bonnes pratiques à d'autres entreprises du territoire ou non. Donc merci beaucoup à tous les deux de nous avoir consacré ce temps et de partager cette aventure à nos conseillers tourisme de France en tout cas. Avec plaisir, et j'ai vu que la présentation serait transmise à tout le monde. Il y a nos coordonnées à Émile et à moi sur la présentation, si vous pouvez nous contacter. Merci Alexis. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour ce temps consacré. Juste avant de terminer, on voulait juste aborder avec vous quelles sont aussi les possibilités d'accompagnement, d'aide qui existent sur cette thématique achat responsable. Donc ça va être très rapide, hein. En ce qui concerne le fonds tourisme durable déployé depuis 2021, vous le savez, il y avait des critères d'éligibilité, des critères sur les supports de communication pérennes, par exemple, sur l'achat de tableaux, de panneaux biosourcés, naturels, recyclables, etc.
On en avait pas mal aussi sur la restauration durable, l'économie circulaire. Donc, en l'état, vous le savez, on est sur la fin du dispositif du Fonds tourisme durable après 3 années. Des dossiers sont encore déposés, évidemment, mais on est vraiment dans les derniers mois, en tout cas. Autre option, c'est le dispositif tremplin, donc de l'ADEME toujours, qui concerne là pour le coup les études de climat, plutôt le volet éco-conception, l'économie circulaire, la gestion des déchets, le froid ou la chaleur renouvelable pour les bâtiments industriels. Donc il y a bien un petit quelque chose pour nos entreprises du tourisme sur ce secteur. Autrement, les dispositifs qui existent, c'est les dispositifs ADEME BPI France. Donc, on a 2 DIAG qui existent et qui prennent en considération les achats durables. Le DIAG Éco-Conception, donc qui permet vraiment d'améliorer la performance environnementale des produits et des services. Donc, c'est vraiment une analyse du cycle de vie du produit ou du service ou de notre établissement, ce qui permet d'identifier et de chiffrer des leviers d'éco-conception, de maîtriser le risque de transfert de pollution, pardon, et finalement de mettre réellement en œuvre un plan d'action. Et le DIAG écoflux, là, c'est vraiment un état des lieux des flux entrants et sortants pour éliminer les pertes en énergie, en matière, en eau, en déchets. Et là, c'est un accompagnement d'un expert pour vraiment réduire les déchets et les pertes. C'est plutôt destiné à des entreprises de 20 salariés minimum jusqu'à 250. Et sachez qu'en moyenne, les entreprises qui ont été accompagnées via un DIAG écoflux ont réalisé en moyenne 45 000 € d'économie par an et par site de production. Donc même si on est à plus grande échelle, on a parlé de structures comme Center Park tout à l'heure, comme Pierre et Vacances, etc. Donc ça pourrait être des professionnels qui pourraient bénéficier de ce DIAG. Vous retrouverez toujours sur l'espace tourisme Ma CCI toutes les ressources qui ont été utilisées aujourd'hui et bien au-delà. Donc des boîtes à outils, des observatoires, les liens vers les labels, des guides pratiques sur le numérique, des centres de ressources, etc. Donc ce qui vous donnera aussi des outils pour pouvoir accompagner les entreprises du tourisme. Je voulais juste vous indiquer que c'était notre première présentation, notre premier atelier sans Jean-Marie Grotte qui est parti, donc qui a coordonné le groupe pendant plus de 2 ans. Et donc, merci beaucoup à Steve et à Patricia pour leur engagement, leur investissement. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup d'absents, évidemment, vous pourrez consulter en ligne le webinaire. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées via ma CCI. Et si vous souhaitez aller plus loin, on se fera un plaisir aussi de partager les contacts des uns des autres et les bonnes pratiques des uns des autres. On vous donne rendez-vous maintenant après l'été. On va très bientôt vous envoyer une invitation. Et le prochain webinaire, à votre demande, sera sur les mobilités. Donc, comment je peux accompagner une entreprise du tourisme pour optimiser sa mobilité pour ses salariés, pour ses clients, qu'est-ce qui peut être mis en place, sur quoi je peux communiquer, des initiatives des CCI, des initiatives régionales également. Donc, on espère que vous serez nombreux et que tous ces sujets n'auront plus de secret pour vous. Merci à tous. Très bon après-midi, à très bientôt et encore merci à Alexis Lemeillet pour votre présence et votre intervention. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée, à bientôt. Bon Merci beaucoup. après-midi. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors, je me permets, je pense que c'est parce qu'ils sont partis se promener. Il reste Hubert et Paul. C'est tout bon. Ça va, Patricia? Je t'entends pas. J'ai vu tes lèvres bouger, mais. Voilà, je me suis remis en mode. Bon, super, on a respecté le timing. Effectivement, fallait pas qu'on. Non, qu'on fallait fasse- pas en faire plus. Hein. Non, fallait pas en faire plus. Non, non, non. Euh,
Et c'était largement suffisant. Ouais, c'était largement suffisant, mais je pense qu'on a quand même bien couvert le sujet pour le coup. Tu Et un j'espère. débit, Ah ouais? Trop? non, non, mais non, je sais pas si c'est trop. Faut pas hésiter. On est là pour se faire des bons retours et monter et chacun progresser, donc n'hésite pas si c'est le cas. Non, Ah, non, Steve! mais Attends. on voit que tu l'as bien travaillé. Alors, Steve? Il est parti. Attends, mais il me rappelle direct. Steve? Il m'appelle à côté, mais sur Teams. Alors, je vais pas pouvoir faire les deux. Eh oui, Je sais pas ce qu'il fait. Bon, il peu va pas importe. En tout cas, super. Merci beaucoup, Patricia. Ça change tout. Enfin, voilà, ta posture d'experte, ça change tout sur les détails que tu peux apporter et tout. Et c'est après, bon, vraiment, après là, sur vraiment. les achats, du tourisme, c'était voilà, oui, j'étais en bordure de mes compétences. Eh ben, écoute, c'était plutôt pas mal d'aller sur des terrains comme ça parce que c'était plutôt positif. Je sais pas si je crois pas qu'on ait une prochaine réunion de fixée. Non, il arrive, Euh, Steve arrive. Ah, super. Steve, Mesdames, merci Steve et merci pour cette super intervention. Ils sont carrés, les gars. oui. Alors après, j'espère que ça n'a pas été. Oui, on est resté dans la thématique, mais Non, on est c'est. parfait. Mais 1200 produits, ils ont listé Incroyable. 1000 Alors, non, incroyable. ce qui est surtout incroyable, c'est que moi, je t'assure, je connais bien l'établissement. Ça fait des années qu'ils réduisent tout. C'est un des premiers établissements de luxe que j'ai connu à utiliser des produits d'accueil pas en petit emballage, justement, parce que tous les établissements de luxe aujourd'hui te Ouais, disent que oui, non, nos oui, clients n'apprécieraient pas, etc., etc. Eux, ça doit faire 5 ans qu'ils sont sur des produits en mais contenant. ils en ont encore. Ah non? Enfin, Ah oui, quelques-uns. Ils ont 3 kilos, je crois, par an, ce qui doit ah représenter que oui, dalle, mais c'est ridicule. Non, ouais, c'est ouais, fou. ça doit être les produits qu'il est possible d'acheter à l'accueil, Oui, les kit dépannages. d'hygiène ou ouais, je pense. Mais Mais les chiffres, voilà, ça fait toute la différence d'avoir des chiffres comme ça concrets, des postes d'analyse, etc. Là, ça parle aussi beaucoup plus à nos conseillers, je crois. et dans l'idée de, enfin voilà, moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est que finalement, parce que oui, comme je l'ai stipulé, ils travaillent qu'avec des fournisseurs d'excellence, hein, on est sur du 5 étoiles, enfin c'est du plus. Mhm. Bien sûr. Et tu vois que même là, il y a encore du boulot, quoi. Même là, il y a encore du boulot parce que Et en fait, il y a 2 discours. Paradoxalement, il y a des 5 étoiles qui sont déjà très bien engagés, qui ont compris, et le voisin, il va dire: «Ah mais non, moi je peux pas, je suis un 5 étoiles». C'est ouais. paradoxal le C'est discours vrai. de ces établissements, en fait. «Bah non, vous Mais comprenez, moi je suis un 5 étoiles, j'ai un minimum ah ouais, bien à sûr. respecter», et Mais comme quoi, d'autres et ouais, moi, c'est bien parce que moi, ça me permet souvent de le prendre en exemple, hein, ouais, quand on me rétorque ça parce que si tu veux, tu enfin, tu parles de la ferme Saint-Siméon sur notre territoire, tout le monde s'incline parce que je pense que c'est le plus mmh, beau des établissements, sur la côte normande, enfin à mes yeux en tout cas. Mais voilà, quand tu leur dis que même eux sont sur, ces dynamiques, les gens déjà te croient pas forcément et pourtant si, quoi. mmh. Ah, ça va le faire petit à petit, hein. C'est vaste, hein, comme sujet, encore une Mmh, fois, on a abordé beaucoup de facettes, hein, comme tu le stipulais également, tout dépend par quel bout tu veux le prendre. Eux, ils sont partis oui, sur, du zéro plastique. Il y en a d'autres, ils vont voilà. chercher des fournisseurs plus locaux. Bon, eux sont déjà très très Voilà, là-dessus, mais après ça enfin dépend heu, oui, de comment on veut appréhender la chose, hein. On ressent pas tous la même chose, et pour il y en a que voilà, le plastique c'est, non, alors, niet. j'ai pas relevé l'info, parce que je me suis dit qu'on aurait dû la trouver. A priori, sur DigiPilot, on a un A outil de priori. diagnostic Mais a sur les priori, tu as achats vu, responsables. il faut demander, À Pascal, ouais. ouais. Moi, Ah mais je c'est quelqu'un de chez vous? non, Normandie? non, non. Bah, oui, de chez nous, oui, mais Mais pas pas de chez vraiment. moi, donc tu connaissais toi, Anaïs? Non. Parce que je sais que moi, j'avais eu accès à DigiPilot à l'époque où on faisait les FRCE. Ouais, Mais voilà. Pascal Duvernois, mais je suis même pas sûr qu'ils soient encore à la CCI. Je Je sais sais pas. pas.
Pour moi, c'est pas celui qui gérait DigiPilote à l'origine. Le mec qui gérait DigiPilote, il est parti. Et c'est bizarre que ce soit Pascal Duvernois, puisque je l'ai plutôt identifié sur d'autres projets, mais bon. Excusez-moi, mais je vais devoir vous laisser parce que je dois aller aux toilettes. Ça fait Pas 1h30, de souci. c'est beaucoup pour moi. Eh ben, écoutez, merci pour tout. Merci. Voilà, il nous fallait un premier webinaire pour nous lancer tous les trois. C'est fait. On a un sacré programme qui nous attend sur la fin de l'année. Donc, je vais vous proposer quelques dates là, cette semaine pour semaine prochaine, voire peut-être même semaine d'après. Pour qu'on Semaine puisse. d'après, si Ouais, tu tu... préfères? Ouais, là, Moi aussi, la semaine prochaine, je suis blindée. Donc, je- plutôt de la semaine du 20 juin, quoi. Et Oh, juste qu'on puisse oui, Ok. là, ensemble convenir de notre petit emploi du temps du second semestre. Moi, Ouais. demain matin, j'ai une réunion pour... Ah bah tu vas peut-être le connaître, Patricia, je préfère te dire son nom quand même. Pour notre futur atelier sur l'énergie, pour aller plus loin. Et c'est Cécile Léonard qui m'a donné. C'est Arnaud Guillard de Bretagne, je crois. De Bretagne ou oui, d'ailleurs? Oui, Maine-et-Loire, de Pays Maine-et-Loire, de pardon. Loire. Ouais. Ouais, Et de la Loire. Ok. je l'ai jamais rencontré. C'est monsieur entre guillemets énergie de la Ouais, CCI. exactement. Donc, Et on je m'a sais un pas peu si je vous ai. imposé Ouais, de le voir pour préparer notre futur webinaire sur l'énergie. ouais, mais moi Ah pour être oui, oui, tu nous franche, en avais ouais, parlé. Oui, c'est Ouais, vrai. ça va c'est être lui, dur. Ça me revient. Ouais, ouais, ça va lui être dur. c'est voilà, je sais pas, je peux pas. C'est toujours tout ce qu'il fait, c'est très bien. C'est le seul qui fait bien les choses, etc., Mhm. etc. C'est le seul. Mathieu, il y était là sur la réunion avec Emma là, avec la CCI Ah France. bah ok, bah oui, bah je vois direct, je vois qui c'est alors. Voilà, il y avait que lui qui portait Oui, de oui, l'énergie et oui, d'autres oui, CCI, oui. alors que toutes les CCI font de l'énergie. C'est vraiment ces outils qui sont les meilleurs, etc. Bon, je vais devoir malheureusement m'en Il, accommoder Ouais, parce qu'on m'a pas vraiment laissé le choix pour la préparation de notre futur webinaire. Comme il est dans un des groupes de travail, j'avais pas ouais, vraiment le choix. il était sur le volet énergie, c'est ça? ouais, Ouais. il est sur le volet énergie. Oui, Bon, donc a priori, c'est le seul volet qui ne voit pas l'utilité de continuer la C'est convention. ça. Ok. ah ouais? Oui, Ouais. il Ah a oui, dit t'étais ça. plus là, c'est pour Ah ça que je me permets, bah oui, je Anaïs. suis partie juste avant la fin. Mais Ah non, oui. non, Donc, ah oui, mais bah tu non, l'as non, mais pas vu alors. Ah c'est non, pour te prévenir. Mais mais non alors. tu vois le D'accord, ouais, personnage, ouais, ouais, Steve. ouais. Il a dit qu'on n'avait pas enfin, qu'on avait des conseillers, pas des techniciens qui voyaient pas l'intérêt de continuer Ouais, la C'est convention. pas vrai. Ouais. oui, Mais oui, non. Bah, je préfère te le dire mais, avant que tu Ah bah oui, t'as bien fait. échanges. Oh la mais, misère. mais voilà, si ça, moi, je vous fais le truc sur l'énergie, il n'y a pas de souci, hein. Alors du coup, c'est parce que diplomatiquement, Cécile Je Léonard sais, m'a un peu imposé d'avoir un je échange sais, avec lui. je Donc sais. écoute, moi je crois que je vais couper court parce que j'ai autre chose à faire que d'échanger 2 heures avec un mec comme ça. Non, mais tu verras Ouais, après bah, si ça je vous clash, ferai un il veut petit pas. retour. Non, 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 non. Si ça Euh, clash, il veut pas, Au pire, il n'y a pas de souci. j'aurai un tunnel, t'en fais pas. Si ça vous ennuie pas, ce serait bien qu'on se fasse un petit doodle pour la semaine du 16 au 22 juin, parce que Eh j'ai pas ben, mal et vous d'audits savez clés quoi? vertes. Eh ben, si ça vous va, on bloque un créneau Tout de maintenant, en suite? fait. Ouais, si Ouais. ça vous va. Pour Du être tout à fait 10? franc, j'ai Non? que le 17 ou le 19, moi. Eh ben moi, Euh, pour être franche, j'ai le 17 ou le 21. J'ai que le 17 ou le Eh ben 21 voilà. aussi. Eh ben, écoutez, un vendredi, on va être ouvrir nos chakras. Vendredi 21 juin. Alors, le matin, pour moi. Non, tu peux pas. Non, le Le lundi matin, 17, je peux. pardon. Le, Le le Eh matin, lundi ben, je peux 17? m'arranger. On n'avait eh pas dit le ben, 17? allez, lundi 17, 9h30. Ah bah, ça se fera. Je nous bloque 1 heure, je vous envoie une invite. Ouais. Ouais. En plus, commencer la semaine en vous voyant, c'est parfait. Fais pas genre. Alors, Ah, il est comme ça. Patricia, tu verrais la bête. Alors, 9h30, 10h30, c'est vraiment pour se donner le cap des prochaines Oui. semaines, de l'été, Mhm. etc. Et qu'on Ouais. fasse un petit débrief sur tout ça. Moi, j'ai compté au maximum, je pense, 31 participants. Je Oui, pense c'est qu'on ça, en on est est à peu monté à près là. 31. Ouais. C'est pareil, j'ai pas interagi, mais ce serait bien que je lui demande des ressources pour ma CCI. On m'a parlé de label Outre-mer. Oui. Ouais. Oui, on va Alors là, peut-être le j'avoue que rajouter dans nos Ouais, ressources. Mais de peut-être toute que façon, Steve, on attend que tu réintègres les slides à notre PowerPoint. les slides de Leur slide à eux. leur slide, ouais, alors faut que mais je modifie le fichier parce qu'il me l'a envoyé en point .key et Mais je c'est pas regarde ouais, grave, tu j'ai fais vu des ça. captures d'écran. au pire. Non, ça va être long. Non,
Je vais voir. Non, au pire, je réintégrerai déjà le premier qui m'avait envoyé, même s'il n'y a pas la Ok. présentation de la ferme, c'est pas bien grave. Je m'occupe de ça et c'est vrai que non, je pensais qu'entre les webinaires, ce serait bien qu'on échange effectivement de temps en temps avec la communauté, un mail ou des choses, tu vois, Ah genre bah, pour aller plus ouais. loin sur la thématique aujourd'hui, si on trouve l'outil DigiPilote ou le label Outre-mer. Tu veux pas mettre 1h30 lundi 17? Oui, si tu veux. Parce que je Bien pense sûr. qu'il y aura beaucoup de choses, je pense. Bien Et sûr, tu sais, évidemment. tu sais ce que je pense qui nous a manqué pour avoir du monde? Je pense que quand Jean-Marie nous invitait avec son adresse CCI France, c'était plus impactant. J'en ai bien conscience. Je pense que ça a joué en notre J'ai défaveur. bien conscience de ne pas être Jean-Marie, je ne pourrai jamais le remplacer. Non, mais juste moi, les premières fois Mais que j'ai tu as été bien convié, raison, tu as le CCI France et là, bien sûr, ça Mm. change bien la sûr. donne. Bien Mais sûr. Mm. ça Bon, et Mais marche. ben je bientôt, il vous y aura laisse. quelqu'un. Eh ben, bonne fin Bon après, de merci à journée, tous les bon deux. Merci après-midi Merci beaucoup. pour votre investissement. et à bientôt. À plus tard. À plus.